Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Par ici, notre réalité, c'est bien vous, fidèles téléspectateurs de l'OATB, mais surtout de cette tranche dédiée à l'information dans le divertissement. C'est bien sûr le rendez-vous de midi. L'équipe est déjà en place. Un plaisir de vous retrouver. Installons donc mes chroniqueurs et la première rubrique de cette émission. Le temps que mes chroniqueurs s'installent correctement. Bruno, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour Adonis, bonjour Ariane Da Silva, bonjour chers téléspectateurs. Toujours un plaisir d'être ici un midi comme ça dans la mi-journée et passer du temps avec de merveilleuses personnes comme vous. Ça fait toujours trop plaisir. Gentil. Ariane Da Silva, bonjour. Merveilleuse personne, à quel point, à quel degré, à quelle fréquence? Oh, vous êtes tous merveilleux ici. C'est mignon. Bonjour Bruno, bonjour Rebecca, Adonis, bonjour. Adonis, Mesdames et bonjour. messieurs, bonjour. J'ai oublié de saluer les téléspectateurs. C'est important. C'est extrêmement grave. Adonis, bonjour. Bonjour Rebecca, Bruno, Ariane, bonjour, chers téléspectateurs, bonjour. Plaisir renouvelé chaque fois de revoir toujours des visages rayonnants, même si des gens disparaissent, ils réapparaissent après. Alors, la semaine a bien démarré. On est déjà le jeudi. Comment ça se passe avec vous? Qu'est-ce qui a été au cours de la semaine? Tout se passe à merveille, la routine du travail, la famille, les amis. Et Les collègues. Les collègues, comme vous. Tout se passe bien. Ariane? Comme vous, tout se passe bien. Tout se passe bien aussi, même si j'ai faim. Il est midi, j'ai faim. Il est midi, non, c'est normal. J'ai faim. Je vais te libérer dans quelques minutes pour que tu puisses manger. Adonis, ta semaine, jusque-là, tout se déroule bien. À chaque fois que je vois toujours le visage, le sourire. Ah, Seigneur, et ça Ariane, recommence. qui est ma coéquipière de couleur aujourd'hui. Ça recommence. La semaine se passe bien. Alors, chers chroniqueurs, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous parlons du futur dans e-tech. C'est vrai que dans e-tech, on parle toujours de la technologie. La technologie, c'est en même temps le présent, hein, c'est en même temps le futur. Et le futur a désormais un nom dans l'univers du virtuel, c'est bien sûr le métaverse. Bruno, le métaverse, ça te dit quelque chose? Moi, j'ai pas une idée vraiment. J'entends méta, donc ça me fait penser Ça ne m'étonne pas trop. au groupe. Ça me fait penser à ce groupe-là que dirige Mark Zuckerberg. Après, le métaverse, c'est un peu un nom composé, donc on va voir de quoi cela retourne. Ariane Da Silva, Ça métaverse. me dit absolument Ben, rien. ça ne m'étonne pas non plus. Hein. C'est Alors, insultant. Donc nous sommes les deux. C'est insultant. Donc nous sommes les deux. Donc c'est nous qui Non, n'avons ça pas se une qui culture. avons une On n'a phobie pas. de la technologie non, sur c'est le pas plateau. fait de non, ça se comprend, ça se comprend. Ben, Adonis, si toi tu ne connaissais pas, tu ne mérites pas ton salaire de ce mois. Hein. Déjà, mon salaire avec toi tous les mois, le point de encore si. Eh bien, quand on parle de métaverse, c'est du virtuel dans du réel. Du réel dans du virtuel. Dans du virtuel. C'est-à-dire qu'on associe un peu ce que vous faites déjà dans le virtuel en recréant un peu du réel. C'est-à-dire vous avez la possibilité de faire plus que ce que vous faites. Les appels vidéo que vous faites, éloignés, vous pouvez le faire ensemble, côte à côte, et on croirait que vous êtes ensemble. Or, vous êtes éloignés par des longues distances. C'est ça l'univers du virtuel. En tout cas, ma chronique du jour porte sur le métaverse. Notre entreprise s'appelle désormais Meta. Mark Zuckerberg, le fondateur du réseau social Facebook, a annoncé un changement de nom de la maison mère de la société. Nous étions bien évidemment le jeudi 28 octobre 2021. Et depuis, le nom est sur toutes les lèvres. Mais en réalité, c'est quoi le métaverse? En faisant simple, un métaverse est tout simplement un monde virtuel où les gens peuvent se rencontrer, ils peuvent ainsi faire ce qu'ils font en réalité, mais dans un univers virtuel. Dans un tel monde, chacun est représenté par un avatar. Ce sont les avatars qui exécutent les tâches et interagissent dans le métaverse. Un tel univers se crée en fusionnant la réalité physique, virtuelle et augmentée
passé. Le programme a été initié par Oculus avant même que la marque ait été rachetée par Facebook. C'est d'ailleurs en partie la raison pour laquelle la firme a adopté ce nom afin de mettre en valeur le métaverse. Le métaverse, un grand pas vers le développement d'une économie virtuelle. Certes, le nouveau projet de Meta n'est qu'à son début. Pourtant, la vision de la firme va déjà plus loin que ce que nous espérons. Les acteurs sont convaincus que le monde virtuel qu'ils vont créer va alimenter l'économie virtuelle. Ils veulent booster la création d'objets virtuels à l'attention des utilisateurs du métaverse. Vous pourrez par exemple acheter des accessoires pour votre avatar à votre guise. D'autres produits peuvent également être mis en vente à l'intérieur d'Horizon via son marché virtuel. Mais si ce monde virtuel fascine certains comme moi, comme Adonis certainement, d'autres sont plutôt frileux et soulèvent des craintes. Au fur et à mesure que le métaverse devient essentiel pour nous, les choses changent. Pour la majorité des professionnels, de gros problèmes se poseront à l'avenir. Ils commenceront essentiellement par la violation des données privées, l'usurpation d'identité, le vol d'informations confidentielles et la réalisation de publicités de plus en plus ciblées et plus efficaces. En effet, il ne faut pas oublier que le métaverse suppose un transfert de sa vie vers le domaine numérique. Vous imaginez bien sûr Ariane da Silva, Adonis, Bruno. En conséquence, c'est comme si chaque personne mettait sa vie entière dans un stockage à chaud, contrairement à un stockage à froid où les données sont bien gardées. Ce stockage est malheureusement accessible aux personnes ayant de mauvaises intentions. L'inquiétude relative aux données personnelles dans le métaverse n'est pas la seule qui existe. Pour beaucoup de personnes, mourir dans l'univers numérique correspond à une mort dans la vraie vie. On considère donc qu'une personne morte dans le métaverse, quoique bien vivante dans la vraie vie, ne peut plus accéder aux lieux, aux ressources et aux outils dont elle disposait dans le numérique. Aujourd'hui, compte tenu de l'absence de normes précises dans le secteur, ce risque existe. Vivre dans le métaverse peut s'avérer une passionnante aventure. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le métaverse rime avec le transfert d'informations personnelles et confidentielles. On comprend alors que beaucoup de personnes soient dans le doute et craignent que leurs données soient mal utilisées. Mais dans tous les cas, il faut retenir que le métaverse n'est pas à venir car il existe déjà. Le monde virtuel, c'est déjà ce monde virtuel dans lequel nous vivons, nous interagissons à travers nos réseaux sociaux. Chers chroniqueurs, vous m'avez certainement bien suivi. Vous avez reçu certainement des notions qui vont vous aider désormais. Alors, Bruno, qu'est-ce que tu as retenu concrètement? Des notions, vous faites bien de les appeler comme ça parce que ce cours déroulé comme ça, c'est pas pour les moins intelligents comme nous. C'est pas facile de capter beaucoup. Mais non, je pense que c'est une autre dimension dans laquelle nous sommes en train d'entrer en termes de technologie. C'est vrai que par le passé, tout ce que nous avions comme réseaux sociaux, tout ce qui était disponible, c'était déjà des moyens de rapprochement. C'est-à-dire que grâce à votre téléphone, vous auriez pu contacter un parent aux États-Unis, voir son environnement, sa cuisine, sa chambre, et lui pareillement. Voilà. Mais là encore, nous allons dans une autre dimension. C'est-à-dire que ça permet à chacun de vivre le réel ou l'irréel dans le réel à la fois. Oui. Donc un mélange de réel et d'irréel. Mais c'est encore plus socialisant, c'est encore plus rapprochant que tout ce que nous avions jusque-là. Donc c'est un bon qualitatif en termes de technologie, même si en même temps, je pense aussi que ça va renforcer la vie mensongère que des gens mènent déjà sur les réseaux sociaux
à une échelle basse. Donc là encore maintenant, c'est que des gens peuvent maintenant visiter des endroits où ils n'auront jamais visité de leur vie. Les gens peuvent s'offrir ou se permettre des choses dans cette vie irréelle-là qui est presque adaptée à la vie réelle. Mais bon, c'est aussi ça. Les êtres humains ont besoin de rêver à des moments donnés. Et c'est ça qui porte en quelque sorte aussi l'essence de notre vie. C'est-à-dire que quand vous vivez sans rêve, c'est pas bon. Vous mourrez de chagrin. Donc, vivre d'espoir, vivre de rêve aussi, c'est bon. Et ce genre de plateforme, ce genre de monde que nous créons aujourd'hui, Mark Zuckerberg, je pense que va répondre à cette préoccupation-là. Alors, Ariane Da Silva, un monde où tout se déroule dans le virtuel, passionnant pour toi, ou ça te fait plutôt peur? Bruno et moi, on peut aller à Dubaï en 30 minutes ou bien. C'est ça, non? Depuis vos chambres. Voilà, depuis nos chambres, on peut se retrouver à Dubaï. Non, je trouve quand même que c'est passionnant. Au-delà de tout, parce que s'imaginer dans un monde irréel, faire des choses qu'on ne peut peut-être pas faire dans le monde réel, je suis admirative. Bon, c'est vrai que toute chose a ses limites. Dans ce monde, il n'y a pas de système de sécurité pour emprunter les mots de quelqu'un. Des systèmes de sécurité qu'on ne puisse contourner. Donc, il y a toujours des limites. Donc, je pense que c'est à nous maintenant d'être peut-être prudents et de faire attention en fait à l'usage de ce genre de choses. Sinon, de façon générale, je pense quand même que la technologie évolue. Il faut évoluer avec, il faut faire avec. Tout simplement. Adonis, beaucoup de craintes déjà pour le métaverse. Je le soulignais à l'instant dans ma chronique. Ce qui fait peur à certains surtout, ce sont par exemple la violation des données privées, l'usurpation d'identité, le vol d'informations confidentielles. Ces personnes estiment que le métaverse va favoriser beaucoup plus cela. Tu partages ces craintes? Oui, on partage ces craintes surtout avec le passif de Facebook qui par le passé a démontré ses négligences dans la protection des données personnelles avec les différents scandales et procès qu'il y a eu. L'univers du métaverse, certaines personnes ont déjà sauté ces craintes et commencé à acheter des parcelles dans le virtuel et autres. Donc, ces personnes-là, ces entreprises, je dirais, qui sont capitalisées en bourse avec des millions de dollars, ont préféré sauter le pas sur cela et préfèrent déjà investir vers le futur. Crainte parce que vous allez partager vos données personnelles, parce que l'avatar qui sera créé, pour ceux qui ne connaissent pas l'avatar, c'est juste cette représentation de vous sur les réseaux sociaux. Il y en avait déjà sur Snapchat et sur Facebook et autres. Voilà, cette personne vous représente trait pour trait. Donc, pour dire votre visage, c'est une donnée personnelle qui sera mise sur la place publique. Vous aurez à mettre vos traits significatifs, votre date, en fait tout ce que vous faites habituellement, surtout que beaucoup de personnes, y compris Rebecca, partagent quotidiennement leurs habitudes, leurs journées sur Internet. Ces personnes ne laissent même pas un peu d'intimité sur leur vie. Déjà, si on doit reproduire cela. Non, c'est faux. Il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des choses qu'elle ne montre pas. Je ne refuse pas, oui. On doit mettre toutes ces informations sur la place publique. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a un univers informatique, peu importe les meilleures options de sécurité que vous allez mettre en place, il y a toujours d'autres personnes qui veulent défier ces règles-là pour pouvoir mieux affronter votre système. Donc, on peut avoir cette crainte de se faire dérober ces informations. Maintenant, en Afrique, est-ce qu'on est prêt à investir de cela? Parce qu'avant d'avoir un retour, il faut d'abord investir. Quel est l'intérêt qu'on va avoir derrière? Déjà que la couverture, le taux de pénétration Internet est déjà très faible. Pour réaliser le pouvoir du métaverse, il faut avoir une bonne connexion Internet, avoir des équipements dédiés. On tend vers le déploiement du haut et très haut débit, donc cette crainte t'inquiète du tout pas. Mais je pense désormais, tu pourras naviguer comme tu veux et à la vitesse que tu veux. Juste pour ajouter à ce que Adonis venait de dire, en fait, moi, l'autre crainte aussi, c'est à la fois quelque chose de positif, mais un piège également, la création des avatars. Vous avez expliqué que ça ressemble très pour très à l'individu physique. Donc, mais je dis aussi que ça multiplie les chances pour ceux-là qui vont faire des usurpations d'identité. Tout à fait. Ça réduit vraiment les chances de mettre la main sur eux dans un sens donné. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, quand il y a piratage de compte, par exemple, c'est que dans certaines situations, vous avez la chance que ce dernier, par exemple, aille changer votre photo de profil, votre photo de couverture et crée
carrément une autre identité. Donc, vous pouvez quitter d'un Bruno Soili et que votre compte devienne subitement, je ne sais pas, Richard, je ne sais pas, un nom américain. Donc, c'est un peu ça. Et là, on sait tout de suite que le compte Bruno Soili a changé de nom. C'est plus perceptible. Mais quand c'est des avatars et que ça se ressemble, vous verrez Ariane dans ce monde virtuel-là. Vous voyez Ariane comme vous la voyez ici. Là, quand c'est usurpé, je me demande comment... Est-ce que ça va être facile d'être perceptible? Dans le métaverse, en fait, pour créer vos avatars dans ce monde, on parle de NFT. Ce sont des jetons non fongibles. C'est-à-dire que c'est un crédit ou une sécurité qui n'est destiné qu'à vous. Et vous avez un code personnel. C'est comme un peu les crypto-monnaies où quand vous oubliez un peu les mots de passe spécifiques à votre portefeuille, vous avez tout perdu. Donc c'est à peu près la même chose dans la création. En tout cas, ça fait peur, mais en même temps, c'est passionnant. Et tentant. Et tentant. Donc, oui, c'est vrai qu'en donc, quelque le programme sorte... pour aller à Dubaï, j'y tiens. C'est vrai qu'en quelque sorte, nous vivons déjà dans ce monde-là un peu virtuel, avec les réseaux sociaux, où nous naviguons quand même sur Internet et tout. Donc, c'est juste que nos vies ne sont pas déjà transférées à 90% sur la toile. Avec le métavers, ce sera comme ça. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant. J'ai envie de vivre ce monde virtuel. Comme crainte que je vais ajouter, c'est le risque d'avoir une dépression. Déjà avec les réseaux sociaux, les gens sont tellement accros. Donc il faut parfois faire des cures des instances numériques. Si déjà avec le métaverse, les gens vont rentrer dans ce truc, je suis sûr que les mêmes choses vont se répéter. Voilà. Donc, il faut prendre précaution. En tout cas, c'était ma chronique du jour sur le métaverse. Bon, Ariane Da Silva, dans Référence, nous recevons qui aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir une dame particulière. C'est une pâtissière. Vous voulez que je donne son nom ou vous préférez donne son nom et installe-la. D'accord. Je te permets de le faire. Waouh, c'est arrivé là-bas. Déjà, elle fait dans quoi? Parce que c'est ça qui peut susciter l'intérêt selon le domaine dans lequel elle se trouve. Ça peut susciter, si par exemple elle est dans le domaine de la gastronomie, ça peut... La pâtisserie. Bon, ok. Faut vite, il faut vite. La chose, elle vient avec un gâteau. Installe-la vite, installe-la vite. Non, tu peux descendre. Là, par exemple, c'est une invitée à accueillir d'une manière spéciale. Voilà. Alors, notre référence du jour, c'est Maëlle Sheila Akakpo. Elle a un BTS en hôtellerie et restauration, puis une licence en tourisme et hôtellerie. On l'installe dans Référence. Et voilà, Madame Akakpo, c'est bien ça? Moi, je l'appelle Chef Maëlle. Oui, Chef Maëlle. Voilà. Bonjour, Chef Maëlle. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du rendez-vous de midi. Merci. Alors, pourquoi avoir fait l'option de l'entrepreneuriat? Bon, je dirais qu'à la base, après ma formation, j'avais pas envie de travailler pour autrui. Donc, j'avais vraiment envie de me lancer moi-même à mon propre compte. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Et ça dure depuis combien de temps? Depuis 2017. J'ai commencé en 2017. Et bien sûr, aujourd'hui, je fais une pâtisserie qui est un peu spéciale de ce qui se fait sur le marché à Cotonou. Je suis spécialisée en pâtisserie sans gluten, pâtisserie végane, sans lactose. Je fais également de la pâtisserie zéro sucre pour diabétiques. Okay, zéro sucre. Ouais. Adonis s'est impressionné. Pâtisserie zéro sucre, c'est possible? J'attends de voir, il faut que vous écoutez. Oui, je vous rassure. Mais il faut réduire son taux de sucre et autres. Non, mais en tout cas, je confirme. Tu peux continuer. Oui, je sais qu'elle confirme parce qu'elle a déjà goûté. Donc, il y a un peu de discrimination. On ne trahit aucun. On marque une position. Il y a de la discrimination. Ça n'a rien à voir avec le contexte Chef ici, le contexte d'enregistrement. Goûter dont on parle, c'est tellement lointain. Vous voyez, c'est dans une autre vie. D'accord. Dans le métaverse. Dans le métaverse. Alors, on sait qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le domaine de la pâtisserie, il y a tellement de gens qui sont pâtissiers, des gens qui font des gâteaux, qui font de petits trucs et tout. Comment est-ce que vous avez réussi à vous imposer dans ce domaine quand on sait qu'il y a de la concurrence et que la concurrence est rude? Oui, effectivement. Quand j'étais dans le domaine et je me suis posé la question de savoir quelle forme de pâtisserie je voulais faire.
qui soit différent de ce qui se fait déjà sur le marché. Et aussi, c'était une façon de répondre à un problème personnel, parce que généralement, quand on est une personne forte, on dit qu'il faut éviter de consommer de la pâtisserie parce que c'est trop riche, c'est trop calorique, c'est trop gras. Donc, étant donné que je suis dans le domaine, que je peux peut-être pas m'empêcher de manger certains gâteaux, il fallait que je trouve une alternative. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que faire une pâtisserie sans gluten, déjà, c'est une pâtisserie qui est moins calorique. Et par la suite, en même temps, c'est une pâtisserie qui est différente de ce qui se fait déjà au Bénin. Donc, voilà, je me suis posé ces questions, c'est comme ça que je me suis lancée. Et par la suite, j'avais des clients qui me demandaient, est-ce que tu ne fais pas des gâteaux sans œufs? Est-ce que tu ne fais pas des gâteaux sans lactose? Et je me suis perfectionnée. Aujourd'hui, je fais toutes ces variétés de pâtisserie. Mais oui. La chef Maëlle a toujours voulu devenir plus tard une pâtissière. Est-ce que c'est à quel âge vous avez compris que vous avez quand même cet amour-là pour cette passion pour la pâtisserie? Bon, déjà, depuis toute petite, moi, j'adorais manger. Toute ma famille, tout le monde le sait. Après, le blé disparaissait à la maison. C'était la petite Maëlle. Mais après mon bac, j'ai d'abord fait la pharmacie à la FSS. Oui, j'ai fait la première année. Vous êtes paramédical en plus. Donc, je n'ai pas validé certaines matières. D'accord. Donc, je n'ai pas pu poursuivre. Mais moi, mon père, il voulait forcément que je fasse un métier qui est rapport avec la médecine. Voilà. Que tu sois pharmacienne, nutritionniste, pourvu que ça soit dans ce domaine. Mais je ne voulais pas trop parce que je ne me voyais pas dans cet univers-là. Je ne me voyais vraiment pas dedans. Et je l'ai convaincu que c'est l'hôtellerie qui m'intéressait. Et c'est comme ça, par la suite, je ne savais pas que j'allais me spécialiser dans la pâtisserie. Okay. Non. C'était à la base l'hôtellerie, la restauration. Voilà, c'était ça. Okay. Mais après, j'ai découvert l'univers de la pâtisserie après plusieurs stages. J'ai trouvé que c'est un monde, c'est coloré, c'est fun, donc j'y accroche et on ne fait jamais la même chose parce qu'on varie les recettes, on varie les saveurs, on varie la décoration. Donc, il y a toujours quelque chose de nouveau. En fait, c'est un peu comme de l'art. Voilà, c'est ça. Mais depuis 2017 que vous vous êtes lancé, comment est-ce que vous-même vous appréciez votre parcours, votre expérience? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous souhaitez, etc. Est-ce que parfois vous regrettez aussi? Voilà. Je pense que, je ne vais pas mentir, il est arrivé à un moment donné, parce que quand je me suis lancée, évidemment, surtout que je fais cette forme de pâtisserie, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de clients aujourd'hui qui connaissent ça. Donc, à un moment donné de ma vie, je me suis demandé, mais Maëlle, est-ce que qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux vraiment continuer comme ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients qui commandent des gâteaux. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, moi aujourd'hui, j'ai une vision, je sais où je vais. Et justement, c'est à cause de cette vision-là que je continue sur ma lancée. Donc, voilà. Et bien sûr, j'ai acquis de l'expérience depuis 2017. Une autre a peut-être je suis très impressionné par ce qu'elle fait parce que l'aspect qui la rend encore plus spéciale, en tout cas moi à mes yeux, c'est le fait qu'elle pense à la santé des gens. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui font quelque chose à manger et proposent cela à vendre et qui pensent à la santé des gens. Donc quand vous voyez quelqu'un comme ça qui par exemple confectionne des gâteaux zéro sucre en pensant aux diabétiques, donc les diabétiques aussi ils ont le droit de vivre comme nous. Quand il va à une fête, il ne peut pas être il ne peut pas avoir des pincements au cœur quand les gens sont en train de déguster le gâteau. Lui, il ne peut pas, mais le gâteau zéro sucre, c'est quelqu'un a dit, quelqu'un a recommandé que notre premier médicament soit notre nourriture et que notre nourriture soit notre premier médicament. Donc vous le faites si bien, donc bravo vraiment. Et surtout donc, puisque vous parlez des difficultés, comment vous arrivez à
pouvoir vulgariser ce que vous faites pour attirer davantage de la clientèle? Bon, je dois dire, aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Voilà. Je communique beaucoup. D'ailleurs, Chef Maël est né grâce aux réseaux sociaux. Et je vends des cours en ligne. Je suis professeur également dans certaines écoles professionnelles en hôtellerie-restauration. Donc, à part ça, je fais mes commandes quand j'ai des commandes. Et j'ai des cours en ligne. J'ai mis un système en place où, quelle que soit votre position en Afrique ou dans le monde, vous pouvez acheter une formation sur justement les techniques et réalisations des gâteaux, des pâtisseries sans gluten. Voilà. Et vous faites de la livraison aussi? Oui, et je fais de la livraison. D'accord. Adonis, tu n'es pas inspiré par une question pour moi. Adonis. Il attend qu'une seule chose. Adonis. Ouvrez le Mais gâteau. peut-être et que Vous dites que ce n'est pas une c'est commande de quelqu'un. peut-être Bruno qui va nous aider à voir au moins le gâteau. Oui, oui, oui. On ne peut Vous pas pouvez ne envoyer pas... un peu. Oui, bon, Dieu merci, j'ai de l'ombre. J'ai pas de Non, l'ombre pas pour toi. lui. On a peur. Elle est pas de quoi? Ça, c'est... Alors, c'est un cake Faut l'ouvrir, au voilà. raisin, oui, Attention. qui est fait à base Ne de vous la inquiétez farine pas, je de sais manioc. merveilleusement le faire, oui. Ah, merveilleusement. Oui, merveilleusement. Tu vois que tu as eu tort. Oui, allez-y. C'est un cake au raisin qui est fait à base de la farine de manioc. Alors, tout à l'heure, quand je disais que je fais des gâteaux sans gluten, j'exclus le blé, puisque justement, dans le blé, il y a du gluten. Et le gluten, c'est quoi? C'est une protéine qui est contenue dans la farine de blé, dans d'autres céréales, et qui contribue à l'augmentation du poids. Donc, aujourd'hui, j'utilise différents types de farine locales qui sont sans gluten, comme la farine de riz, la farine de manioc, le fonio, le souchet, le sorgho, la farine de patate douce. Donc, en fonction des recettes à réaliser, je fais parfois des mix de farine. Donc, en gros, quelque part, vous valorisez aussi tout ce que nous avons au plan Oui, local. oui, exactement. Et moi, déjà, quand je dois utiliser des noix, par exemple, à la place de l'amande, j'utilise des noix de cajou. La noix de cajou, j'utilise du lait de souchet, du lait de coco. Donc, j'essaie vraiment d'utiliser des produits qu'on peut retrouver facilement. À Cotonou. Non, mais c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et quelles sont les clés, selon vous, de réussite quand on est entrepreneur? Est-ce qu'il y a une clé de réussite? Je ne sais pas. Je dirais juste, quel que soit ce qu'on veut entreprendre, il faut se poser les bonnes questions. Il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut savoir quel est l'objectif, voilà. quelle est la si c'est vision. réellement une passion Voilà, pour vous ou pas. Voilà, c'est ça. D'accord. Et comme ça fait que même face aux difficultés, tu continues parce que tu as un objectif à atteindre, tu ne lâches pas. Déjà, actuellement, je suis en train de travailler sur mon livre digital que je vais lancer bientôt. Ensuite, je monte mon académie, pâtisserie sans gluten, et j'ai d'autres projets également. Apparemment, vous êtes inspiré tout le temps. Tout ce qui est sans gluten, elle est inspirée. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup à vous, chef Maël. Un plaisir de vous avoir reçu par ici. Merci. Nous, tout ce qui touche à l'entrepreneuriat nous fascine. On aime tout simplement les jeunes qui entreprennent. Et vous, surtout quand il s'agit d'une jeune femme, ça fait plaisir parce que ça encourage les plus jeunes. Ces plus jeunes-là se disent que oui, c'est possible de le faire. C'est possible d'embrasser un corps de métier. C'est possible aussi de tout simplement se donner à fond quand on est passionné par quelque chose et d'y arriver. Merci beaucoup. Et surtout dans un domaine comme la pâtisserie. Oui, qui n'est pas où on innove. facile. Ici, elle innove. Et c'est ça, on a toujours dit par ici, hein, Bruno ne dira pas le contraire. Ce qui doit démarquer les entrepreneurs, c'est cette innovation, cette touche particulière, ce plus que vous apportez à votre, en tout cas à votre produit, voilà, et vous pouvez commercialiser cela tout simplement. Bruno Merci beaucoup. Pour couper le gâteau. Non, mais il ne coupera pas maintenant.
Pas maintenant. Pourquoi le couteau Pas est maintenant. là? Non, Alors, il est là chef pour le Maël, moment, merci Patrice, on le beaucoup. fera pas maintenant. Je le disais, un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Vous passez un bel après-midi. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir. Adonis, il est l'heure de parler de dématérialisation au Bénin. On s'intéresse à l'attestation de détention coutumière, c'est bien ça? Oui. On installe donc ta rubrique SOS, le rendez-vous de midi. Alors, Adonis, aujourd'hui, J'ai perdu mes moyens pourquoi? à cause du gâteau. En tout cas, on parle de détention coutumière. En français, facile, simple pour nos téléspectateurs. Et pour nous aussi, c'est quoi? Ça signifie quoi? Pour resituer le contexte, ce n'est pas de la dématérialisation, mais c'est cette nouvelle pièce ou cette pièce obligatoire. D'accord. Je me souviens qu'on en avait parlé lorsqu'on parlait d'affirmation de la parcelle. Oui. Il vous Ok. fallait Oui, de l'attestation oui. de détention coutumière. Détention coutumière. C'est ce document qui prouve que la parcelle que vous voulez vendre vous appartient. D'accord. Donc, c'est cette pièce, selon les dernières informations, elle est obligatoire à partir de 2023 pour la vente des parcelles. D'accord. Soit ce sont les titres fonciers, mais vous devez avoir un document qui prouve que la parcelle vous appartient. Appartient. Cette pièce, elle est demandée auprès de la mairie. L'ADC, attestation de détention coutumière, est ce document pour confirmer les droits coutumiers sur les terres rurales, agricoles ou dans les zones où le lotissement n'est pas encore allé à son terme. Et comment est-ce que cela se fait? La personne, le requérant introduit la demande à la mairie, la mairie transmet la demande et organise une enquête publique contradictoire. D'accord. Au cours, elle fixe, une semaine avant l'enquête, on fixe la date pour que toutes les personnes concernées, c'est-à-dire les témoins, vos limitrophes et tout potentiel, pour pouvoir dire oui, cette parcelle appartient à tel monsieur, ou bien elle a été donnée de son papa, ou bien là, voilà. Toutes les personnes qui peuvent dire, prouver que vous êtes le propriétaire. Ensuite, au niveau, le PV est rempli. Après l'enquête, le PV est rempli et transmis au niveau de la mairie pour pouvoir poser l'avis favorable ou non. Comme pièce, vous avez une fiche à remplir à la mairie, la copie de la carte d'identité, le levé de la parcelle, une convention de vente ou l'acte de donation, une photo d'identité et une quittance de paiement. D'accord. Et le prix varie en fonction de la superficie. Pour une parcelle de 0 à 2 hectares, c'est 25 000 francs. En 2 et 20 hectares, 50 000 francs. 20 et 100 hectares, 175 000 francs. 100 et 500 hectares, 250 000 francs. Entre 500 et 1000 hectares, ça fait 500 000 francs. D'accord. Voilà un peu le coût et comment vous pouvez faire la demande de l'ADC. D'accord. C'est important, hein, Adonis le disait à l'instant, cette pièce-là, donc vous l'avez suivie, donc vous savez désormais comment faire pour obtenir, pour avoir cette pièce, l'attestation de détention coutumière. Info pêle-mêle, Bruno est impatient de nous en parler. On installe donc sa rubrique. Le réseau social Twitter a été racheté par le milliardaire américain Elon Musk. C'est Musk ou Musk? Musk. Musk, voilà. Vous avez raison de le dire, Rebecca. Elon Musk a réussi son pari. Le patron de Tesla et de SpaceX a passé un accord définitif avec le conseil d'administration de Twitter pour racheter le réseau social au prix de $54,20 par action. Donc au total, 44 milliards de dollars déboursés par le géant américain pour s'approprier Twitter. On regarde. À presque 270 milliards de dollars. Ce rachat inquiète les salariés, d'autant plus que le milliardaire, grand utilisateur de Twitter, a critiqué le réseau à de nombreuses reprises, notamment au sujet de la liberté d'expression et de la modération des contenus qu'il juge trop sévères. Et voilà, donc vous l'aurez compris, Elon Musk a donc indiqué la semaine dernière qu'il avait sécurisé 45 milliards de dollars et demi pour mener à bien cette acquisition grâce à 2 prêts bancaires de Morgan Stanley ainsi qu'à sa fortune personnelle. L'organe de direction donc, du groupe composé de 11 membres s'y était au départ montré hostile en adoptant une clause dite la pilule empoisonnée pour rendre
l'acquisition plus difficile. Alors, la grosse question que les gens se posent aujourd'hui, c'est quelles devraient être les nouvelles orientations de Twitter sous un nouveau propriétaire maintenant. C'est que, oui, certains observateurs pensent qu'ils pourraient autoriser, parlant bien sûr de Elon Musk, à nouveau les comptes supprimés, dont celui de l'ancien président américain Donald Trump et de ses partisans. L'ancien président américain avait été suspendu définitivement de Twitter en janvier 2021 pour avoir appelé à la contestation des résultats du scrutin présidentiel et incité à la violence. Tout à fait, on s'en souvient encore. Et deuxième information, le magazine américain Forbes publie le classement des plus grosses fortunes du monde en 2022. Oui, chaque année, c'est un classement qui est très attendu par les riches, par les non-riches, par les pauvres. Tout le monde attend, même ceux qui n'ont rien dans la vie, attendent toujours ce classement parce que c'est étonnant de voir que même les pauvres pensent aux riches, pendant que parfois peut-être les riches ne pensent pas aux pauvres. Pardonnez d'être un peu sentencieux. Donc, Forbes a dévoilé le classement des 10 plus grandes fortunes mondiales. Elon Musk, dont nous venons de parler, d'ailleurs, le nouveau propriétaire de Twitter, donc, vient en tête de ce classement avec 219 milliards de dollars, mais qui ces derniers jours, on parle beaucoup plus de 269 milliards de dollars. À noter qu'il est le premier à dépasser la barre des 200 milliards de dollars, une fortune légèrement augmentée grâce à notamment la fulgurance de la valorisation de Tesla, une de ces structures. En deuxième position, il y a Jeff Bezos. Donc, Elon Musk dépasse Jeff Bezos, qui, lui, est à 171 milliards de dollars dans un classement Forbes des milliardaires. Donc, en 2021, le fondateur d'Amazon avait totalisé 198 milliards de dollars de fortune personnelle. Troisième position, nous avons Bernard Arnault, donc, qui, lui, en fait, et sa famille montent sur la troisième marche du podium. Le premier européen, le français, et le président directeur général du groupe de luxe LVMH détient une fortune de 158 milliards de dollars contre 150 en 2021. Le quatrième, c'est Bill Gates, donc quatrième position mondiale pour l'Américain. Le fondateur de Microsoft se retrouve donc à cette quatrième position avec 729 milliards de dollars l'an dernier. Bill Gates avait cumulé 126 milliards de dollars, donc il a fait un bond de 3 milliards de dollars. Et en cinquième position, c'est Warren Buffett, l'homme d'affaires américain, donc qui gagne 2 places dans le classement Forbes des milliardaires. Il détient la cinquième plus grande fortune du monde avec ses 118 milliards de dollars. Tenez-vous tranquille, il y a un nom peut-être que vous avez en tête et que vous ne voyez pas, c'est celui de Mark Zuckerberg, qui en fait ne fait plus partie du top 10 de du classement des fortunes les plus lourdes du monde. Donc peut-être que... Mais il est quand même fortuné. Oui, il est fortuné. Il est fortuné. Sauf qu'il sort du top 10. Ceux qui sont riches, donc, là, ils veulent toujours... Un peu plus. Un peu plus. Donc, voilà une information, comme je le disais, donc, qui intéresse toujours tout le monde, même les plus pauvres. Toi qui te connais, en fait, Bruno Alentame a commencé par dire bon, si le qui monde, intéresse les riches, les moins riches, les pauvres et ceux qui n'ont même. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui n'ont rien. Non, on peut le classer s'il veut. On peut le classer s'il veut. Au moins, ce qui est bon, c'est que j'ai 2 belles créatures pour moi. On peut le classer s'il veut. Le monde fait aujourd'hui environ 8 milliards d'habitants. Donc, on peut le mettre dans le 7 milliards 980. C'est mieux de laisser. C'est bon. Vraiment. Troisième information, Google s'installe à Nairobi. Oui, c'est une première en Afrique. Jamais Google ne s'était installé en Afrique. Et pour cette première expérience, donc, Google a choisi la capitale du Kenya. Nairobi a donc été choisi par le géant américain de l'informatique Google, donc, pour implanter son tout premier centre de développement de ses produits en Afrique. Et d'ici la fin de la décennie, le continent accueillera 800 millions d'utilisateurs d'Internet. Le continent africain comptera un tiers de la population jeune du monde, ce qui en fait une destination d'investissement attrayante dans le monde de l'Internet. On va suivre ce court reportage 1 minute chrono pour en savoir plus. Nairobi a été choisi par le géant américain de l'informatique Google pour implanter son tout premier centre de développement de ses produits en Afrique. D'ici la fin de la décennie, le continent accueillera 800 millions d'utilisateurs d'Internet. Le continent africain comptera alors un tiers de la population jeune du monde, ce qui en fait une destination d'investissement attrayante dans le monde de l'Internet.
La société basée en Californie voit davantage le continent africain comme une opportunité. L'idée est de se positionner pour servir une base croissante d'utilisateurs d'Internet sur le continent. Le géant américain promet d'embaucher plus de 100 talents technologiques sur le continent, y compris des ingénieurs, des chercheurs, des concepteurs, dans les 2 prochaines années à venir. Google avait déjà ouvert un centre d'intelligence artificielle à Accra au Ghana qui se concentre sur les innovations pouvant être appliquées à divers défis. Et voilà, donc c'est une chance pour le Kenya d'accueillir une telle initiative de Google, du géant américain. D'accord. La doyenne de l'humanité s'est éteinte à l'âge de 119 ans. D'abord, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est la doyenne? C'est-à-dire que quelque part... Je vais l'expliquer, ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer. Alors, la doyenne de l'humanité, la japonaise Kane Tanaka, vous aurez ces images à l'antenne, est morte à l'âge de 119 ans, ce 25 avril. Alors, il faut dire que c'est le livre Guinness des records, puisque vous vous inquiétez de savoir si c'est vraiment elle, qui lui avait décerné le titre de la personne vivante la plus âgée du monde. Donc, Kane Tanaka était née le 2 janvier 1903, donc elle a bien été vivante au moment de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Okay. C'est un exploit dans le département du Fukuoka, c'est au sud-ouest du Japon. Alors, plus jeune, Madame Tanaka avait déjà géré plusieurs commerces, dont une boutique de nouilles et un magasin de gâteaux à riz. Elle s'est mariée en 1922, donc 19 ans, à l'âge de 19 ans, puisqu'elle est née en 1903, elle se marie en 1922, donc à l'âge de 19 ans, donnant naissance à 4 enfants et en adoptant un cinquième. Elle avait prévu de participer en fauteuil roulant au relais de la flamme des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, mais y avait renoncé au dernier moment pour des raisons de la pandémie du coronavirus. Alors donc le livre Guinness des records lui a décerné cela et l'avait reconnu comme la personne vivante la plus âgée au monde. Maintenant, je suis d'accord avec vous sur le fait que quand on parle du livre Guinness des records, donc dans les sondages, ne touche pas forcément le monde entier, parce que je suis sûr que si on fouille au Bénin ici, il y a un vieux ou une vieille quelque part du 3e âge dans un village qui n'a ni acte de naissance, dont la naissance n'a peut-être pas été enregistrée et qui a peut-être dans les 120 ans. Juste vous montrer une image en 10 secondes rapidement, parce que suite à son décès maintenant, donc le monde tient déjà sa nouvelle doyenne. Je ne sais pas pourquoi c'est des femmes. Et je peux vous dire qui c'est? Oui. C'est la sœur André. La sœur André, merci beaucoup. Elle qui est née le 11 février février 1904, donc un an après celle qui est décédée donc à l'âge de 119 ans, donc la sœur André. C'est une Française et elle est aujourd'hui donc reconnue comme, toujours par le livre Guinness des records, comme celle qui succède simplement donc à Kane Tanaka et est donc la nouvelle doyenne de l'humanité. Mais c'est toujours des femmes. Me semble-t-il. Apparemment, les hommes ont une durée de vie. Je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup, Bruno, pour toutes ces infos pêle-mêle. On installe maintenant la dernière rubrique de cette émission, Mode, Beauté, Relooking. Jocelyne Sénaron, bonjour. Vous avez exactement 5 minutes pour me parler des ongles, des designs sur les ongles naturels et aussi les faux ongles. On peut l'accueillir d'abord. Je lui ai dit bonjour. Je veux qu'un bonjour. De toutes les façons, j'ai 5 minutes pour exposer. Elle a 5 minutes. Pour parler de ma rubrique, mais j'ai des minutes au moins pour saluer les téléspectateurs, saluer tous ceux qui sont sur le plateau. Bruno, bonjour. Bonjour Jocelyne. Ça se voit, hein, le 11 mai vient à grands pas et on sent un peu le feeling. C'est les hostilités. Elle lance déjà les hostilités, ça se voit. C'est un plaisir de vous retrouver, vous nous avez manqué par ici, surtout. Pareillement. Ariane, bonjour. Adonis, bonjour. Comme c'est du AA, je vous salue ensemble. C'est pas grave. Tu restes 3 minutes 30. Alors, chers amis téléspectateurs, bonjour. Chers amis amoureux de la mode et du relooking, bonjour encore.
C'est un plaisir d'être là. Aujourd'hui, je vous parle des ongles, des faux ongles et surtout des designs sur les ongles. Puisque j'ai 5 minutes, je vous dirai brièvement. Et sur un autre plateau, on aura un invité pour nous donner plus de détails là-dessus. Alors aujourd'hui, c'est très tendance, les faux ongles. Ça existait d'ailleurs depuis la nuit des temps. Mais la différence aujourd'hui, c'est que sur les ongles, vous voyez beaucoup de design, vous voyez beaucoup de décoration, beaucoup de choses extraordinaires. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, c'est entrer dans les habitudes. Voilà, dans les habitudes de la mode. Quand vous voyez des ongles sur des doigts des femmes, des jeunes filles, vous ne les voyez plus simples. Vous ne voyez pas que du vernis, mais il y a soit des paillettes, des perles, des pom-poms. Quand je dis pom-pom, vous savez de quoi je parle? Non, on ne sait pas. Ok, vous allez vous référer tout simplement aux images avec la complicité du réalisateur, voilà. Donc, c'est beaucoup plus de ces choses-là qu'il s'agit. On voit qu'il y a des bouts de chargeurs, qu'il y a des choses insolites, en fait, qui entrent dans la conception aujourd'hui des ongles et qui donnent cette beauté, cette touche particulière, voilà, aux doigts des femmes. Et toi, tu as fait quel design là? Chez moi, vous verrez les paillettes. C'est beaucoup plus des paillettes. Donc, voilà. Il faut bien poser ta main, on a qu'à zoomer sur Quand on tes paillettes. parle de mode, de looking et autres, vous avez parlé de ongles, faux ongles, de la beauté et les effets sur la santé. En réalité, les effets sur la santé, je pense qu'il faut l'avis d'un spécialiste parce que moi, je ne suis pas bien placée pour le dire. Alors, je vous invite à revenir sûrement sur le plateau où il y aura un invité. On essaiera aussi d'avoir un spécialiste pour nous donner des détails là-dessus parce que moi, franchement, je ne suis pas bien placée pour vous dire tout ce que ça a comme effet néfaste sur la santé. Par contre, je peux vous dire tout ce que ça a comme bienfait sur les doigts d'une femme, d'une belle femme. Et comme bienfait, Les hommes peuvent vous dire aussi les dépenses que ça Quand le implique. spécialiste viendra, il va nous dire aussi les bienfaits. Comme De toutes les façons, en toute chose, il y a le côté positif et le côté négatif. très rapidement, le côté positif. C'est déjà ça. Une question discrète. Jocelyne, une question On n'a discrète. rien compris. Attends. Le mec, si tu permets, une question C'est discrète. déjà ça. Jocelyne, Je sais déjà avec tous les faux ongles et autres, est-ce que vous arrivez à faire les travaux ménagers? Est-ce que vous arrivez à faire les trucs là? Arrêtez ça, s'il vous Ce plaît. que je ne comprends pas, Est-ce que vous arrivez à taper sur les claviers? naturellement, tout homme a des ongles. Maintenant, la différence, c'est que c'est parfois un peu plus long. Mais il y a des personnes qui... Et crochu parfois. Il y en a qui vous ont déjà La croché. précision. Non, parfois. Bruno a déjà été croché par des ongles. C'est crochu comme ça. Vous avez déjà été croché par des ongles. Non, pas On a des encore. ongles crochus. Non, Pas on voit les différents types d'ongles. Alors, pour conclure sur ta Dire chronique, que la plupart du temps, quand vous avez l'habitude de porter des ongles, que ce soit long ou court, vous vous adaptez. Il n'y a pas forcément d'inconvénients à faire des travaux avec moi. Non, avec non, mes je ongles, je suis peux d'accord, tout faire. tu Je peux peux le faire. laver, je peux faire la Avec, vaisselle. Avec une machine à laver. franchement, pour apporter un peu plus on va De dire quoi, l'eau à son moulin. Voilà. Vous allez argumenter. Non, moi je ne comprends pas quand certaines personnes, parce que ce n'est pas uniquement les hommes, figurez-vous qu'il y a aussi des femmes qui estiment que quand on met des faux ongles comme ça, c'est pas bien, on ne peut pas exécuter des travaux à la maison, mais c'est non, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez parce que c'est pas l'ongle qui travaille, c'est toi. Déjà, ça quitte ta psychologie. Donc, quand ça vient dans tes bras comme ça, tu exécutes la tâche. Donc, que tu aies de faux ongles ou pas, si tu dois faire un travail, si tu dois faire la lessive, tu dois laver, ouvrir un coca, tu vas faire tout ça, ok? Et si tu es en train de faire ça se casse, mais ça se casse, voilà. La vie, c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Non, j'ai enlevé parce que moi, je ne laisse pas tout le temps ça sur mes ongles non Et plus. on t'aime comme ça. Il y a non, moi-même, je ne m'aime pas comme ça, ok? Merci, Bon. Rebecca. Merci Jocelyne pour cette chronique parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a même pas, on n'en parlera Il y pas. aura d'autres occasions. Il y aura d'autres d'autres occasions pour Occasion parler. où il y aura un invité, un spécialiste comme ça, le débat il sera ouvert. Et Bruno sera sur le plateau. Je dois être là. J'aurais beaucoup plus pensé à une invitée, une qui est dans le métier. Mais en plus de l'invité, je vais ajouter un professionnel de la santé. pour parler Comme du ça, le bien-être débat, voilà, et le aussi débat des il côtés, sera ouvert. On viendra avec un Du taillon. côté néfaste. Non,
En même temps, Merci si tu beaucoup. dis que c'est pas bon, tu tailles les ongles. Merci, cher chroniqueur. Jocelyne, merci pour ces précisions. C'est vrai qu'on viendra en parler beaucoup plus en profondeur après. Alors, c'est fini déjà pour aujourd'hui. Merci à vous pour la fidélité. Bel après-midi à tous. Bye bye.